Bien, bonjour à tous. Alors c'est impressionnant d'abord parce que je ne suis pas du tout habitué à cette salle, d'une part, et d'autre part, les deux floudes sont dirigés vers l'impétrant, autrement dit moi, ce matin, et c'est vrai que je ne parlerai pas, sauf sous la contrainte, et je dois dire que de ce côté-là, c'est bien. Donc merci à l'éclairagiste. Donc, d'abord, merci à tous d'être présents ce matin parce que, effectivement, aujourd'hui, ça a commencé hier, vous le savez, quelques mouvements sociaux agitent le pays et c'est pas évident pour chacun d'entre nous de pouvoir se rendre aux différentes réunions et aux obligations qui sont les nôtres. Donc, encore une fois, merci en tout cas à tous d'avoir fait l'effort de venir jusqu'ici. Alors, bien sûr, je remercie également ceux qui ont préparé cette matinée, puisqu'elle se déroulera en deux temps. Nous avons donc le petit déjeuner qui en fait une matinale, puisque la différence entre le petit déjeuner et le matinal, vous l'avez compris, c'est que au petit déjeuner, ce sont des tables autour desquelles donc, ont été dressées des petites assiettes et des tasses pour vous servir un café, alors que là, vous n'avez pas de café. Le café, vous l'avez pris avant, donc là, ça devient une matinale. C'est la grande différence. Et encore une fois, merci à l'équipe support d'avoir pu organiser dans de bonnes conditions, puisque je trouve qu'on est plutôt bien accueillis en dehors des lumières ce matin. Et le deuxième temps, c'est un élément très important pour notre association, c'est l'Assemblée générale ordinaire donc, qui se tiendra tout à l'heure, peut-être dans cette salle, je ne sais pas, donc à côté. Bon, enfin, donc merci à tous les adhérents actifs, présents, de bien vouloir assurer justement une présence complémentaire concernant ce deuxième temps. Alors aujourd'hui, on est réunis pour parler d'Europe. Alors ça tombe bien parce que en fait, c'est le sujet qui a été retenu dans le cadre des journées de l'AFTE 2018, puisque, sans dévoiler un grand secret, mais on en parlera tout à l'heure, sous la houlette de Jean-Claude Climaud, qui est directeur financement trésorerie du groupe Safran, donc la thématique qui a été retenue pour nos journées d'études 2018, c'est Europe is back. Donc, ça tombe bien. On va commencer donc, cette introduction ce matin par une intervention de Sylvain Broyer. Je reviendrai, si vous le permettez, tout à l'heure sur votre parcours, brièvement, je vous rassure. Et j'en profite également pour vous dire qu'il y aura donc une deuxième introduction qui se déroulera le 5 juin prochain, puisque nous aurons le plaisir de recevoir M. Olivier Guersan, qui est directeur à la DG FISMA. C'est très compliqué, FISMA, ça signifie Financial Stability, Financial Services and Capital Market Union. Donc voilà pour l'acronyme. Et qui nous parlera Brexit, évolution réglementaire européenne. Alors vous savez, aujourd'hui, donc, nous allons parler de l'Europe et des nouveaux enjeux géopolitiques. Parce qu'effectivement, il semble, enfin encore une fois, je pense que chacun a eu l'occasion d'y réfléchir, entre le Brexit d'un côté, la montée des partis eurosceptiques et populistes de l'autre, l'Europe connaît aujourd'hui une crise de confiance majeure. Et en préparant ce petit mot d'introduction, là, je me plongeais rapidement dans le dernier livre de Pierre Moscovici, qui est commissaire européen aux affaires économiques et financières, vous savez, qui a récemment publié un ouvrage qui s'appelle « Dans ce clair-obscur surgissent les monstres ». Donc on verra si effectivement Sylvain confirme cela, mais enfin, encore une fois, c'est je pense, quelque chose qui doit nous occuper absolument dans les différents travaux qui sont les nôtres au plan professionnel au moins. Alors, moi, ce que je constate, c'est que finalement, heureusement, il y a des forces centrifuges, je viens d'y faire allusion, alimentées à la fois par la crise économique et l'afflux des migrants. Je mentionnais le Brexit, donc, qui a démarré à l'issue du référendum le 23 juin 2016 et qui devrait normalement, sauf prolongation de dernière minute, se terminer donc, à la fin de l'année 2020. Donc, ça aura quand même pris pratiquement plus de 4 ans. Presque 5. On a également le référendum
de la Catalogne qui a eu lieu le 1er octobre 2017. Et la question, je vous rappelle, c'était: voulez-vous que la Catalogne soit un État indépendant sous la forme d'une république? 90% donc des sondés, des interrogés, comme on dit, ont répondu oui. Et je mentionnerai également un autre élément qui m'a particulièrement frappé, c'est donc le 4 mars dernier, les élections législatives en Italie qui ont mis l'accent sur justement ce phénomène, puisque le mouvement 5 étoiles, conduit par Luigi Di Maio, a quand même récolté près du tiers des voix exprimées, donc arrivant en deuxième position, et ceci au détriment du Parti démocrate. Alors les forces centripètes de l'autre côté, on ne peut pas passer sous silence naturellement ce qui s'est passé en France en mai de l'année dernière, autrement dit l'élection de M. Macron. Par ailleurs, en Allemagne, heureusement, récemment, donc, une nouvelle coalition est apparue entre le CDU-CSU de Mme Merkel et le SPD. Donc, et là, il y a eu très clairement de la part de ces responsables politiques un engagement de donner un nouveau départ à l'Europe. Donc, coopération étroite naturellement avec, de l'autre côté du Rhin, le gouvernement d'Emmanuel Macron. Je rappellerai également, et ceux qui ne l'ont pas lu, je vous engage à le faire, c'est le discours d'Emmanuel Macron prononcé le 26 septembre dernier à la Sorbonne, qui donc mettait largement l'accent sur une Europe souveraine, unie et démocratique, mettant d'ailleurs en avant plus l'idée, le projet, que les outils, entre autres mentionnant deux éléments qui me paraissent importants à ce stade: la transition énergétique d'une part et la transition numérique d'autre part. Alors qu'en est-il dans ce cadre de l'Europe face aux nouveaux enjeux géopolitiques, puisque effectivement il pourrait y avoir sans doute, compte tenu de ce qui se passe au-delà des frontières de l'Europe et plus particulièrement dans la zone euro, ce qui se passe en Russie, ce qui se passe en Chine, ce qui se passe également aux États-Unis. Est-ce qu'il n'y aurait pas là un espace permettant à l'Europe de pouvoir jouer le rôle qu'on serait en droit d'attendre d'un tel élément? Alors rapidement, je vais présenter notre intervenant de ce matin, donc Sylvain Boyer. Sylvain a soutenu sa thèse de doctorat rédigée en allemand. Ce que j'ai fait, rapport en allemand, c'est quand même quelque chose, à l'université de Goethe, Francfort et de Lyon 2. Et dans le cadre de cette thèse, je crois que tu as reçu de nombreuses distinctions, peut-être pas prix, parce que prix du meilleur mémoire, de toute façon forcément distribué par la FTE, tu l'aurais eu sans aucun problème, tu aurais peut-être même eu l'intégralité des prix, mais en tout cas, encore une fois, j'ai compris que ta thèse avait été largement distinguée. Celle-ci, alors attention, parce que je ne vous ai pas dit le plus important, finalement le thème de cette thèse, c'était l'héritage de l'école historique allemande de Walter Eucken. Alors Walter Eucken, je dois vous dire que jusque-là, je ne savais pas qui c'était, donc je suis allé me renseigner, et j'ai compris que c'était quelqu'un qui avait joué un rôle fondamental dans l'économie homo-allemande, puisque c'est lui qui avait prêché le concept d'économie sociale de marché et l'ordolibéralisme allemand, qui en fait donc s'est distillé lentement dans toutes les sphères politiques, et aujourd'hui, encore une fois, je crois que c'est bien dans ce cadre-là que le gouvernement de Mme Merkel œuvre. En 2000, tu as rejoint l'équipe de gestion de portefeuille du bureau de la Caisse des dépôts et consignations à Francfort. En 2002, tu rejoins l'équipe de recherche économique du groupe et tu deviens responsable de l'économie, responsable économiste depuis 2008. Tu as été nommé membre de la direction générale de la branche Natixis à Francfort en novembre 2015. Tu as écrit de nombreuses chroniques pour des revues économiques européennes de premier plan, publié de nombreux articles scientifiques et participé à la rédaction de nombreux manuels d'économie, entre autres distribués dans les écoles et les lycées. Par ailleurs, tu enseignes à l'Université Paris-Dauphine en Master 2 sur l'économie appliquée aux marchés financiers. Tu agis également en tant que conseiller économique pour la Banque européenne d'investissement depuis 2016. Et en tant que spécialiste de l'analyse des politiques monétaires, tu es membre du ECB Shadow Council, donc groupe d'économistes européens de premier plan du Handelsblatt depuis novembre 2012. Alors ce matin, tu nous fais la gentillesse d'être parmi nous, et j'ai donc de sortir de l'ombre par conséquent, et de nous apporter tes lumières. En tout cas, tu vas compléter celles que nous avons en face de nous. En tout cas, je te laisse le floor. Merci.
effectivement. En plus, avec les lunettes, ça gêne un peu. Oui. Ah, ça, c'est mieux déjà. Et je vous vois là, donc c'est quand même plus agréable. Merci beaucoup pour cette charmante introduction. Il y a peut-être deux distinctions que vous ignorez, mais que j'aimerais mentionner. C'est qu'avec l'équipe de recherche économique de Francfort, nous avons obtenu 2 fois le prix, et les stagiaires de Polytechnique qu'on reçoit, nous avons obtenu 2 fois le prix du meilleur mémoire de recherche économique, de stage en recherche économique à l'école Polytechnique de Paris. Donc ça, c'est la formation des jeunes me tient énormément à cœur. Je fais un métier qui me permet d'avoir accès à de jeunes élèves et de les former quelques mois, et ça c'est très attrayant dans ce qu'on fait. Voilà. Petite introduction. Et alors Walter Eucken, peut-être juste, je fais un peu d'hors-sujet, je commence par faire du hors-sujet, vous voyez. Walter Eucken, effectivement un personnage central de la reconstruction de l'Allemagne d'après-guerre, après Seconde Guerre mondiale, puisque c'est lui en fait qui a jeté les bases scientifiques, qui était membre du premier conseil d'analyse économique allemande d'après-guerre. Vous savez que l'Allemagne, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, n'était pas du tout sûre de prendre la voie de l'économie de marché. Au contraire, avant 1947, la CDU, actuellement de Mme Merkel, prônait l'économie de plan. Donc on était très loin d'avoir les bases de la RFA. Et Walter Eucken était donc un des scientifiques qui a justement justifié le passage à l'économie de marché, ce qu'on appelait le saut dans l'eau froide pour la société allemande en libéralisant l'économie, et ainsi de suite. Et alors, de façon peut-être très intéressante, Walter Eucken était le fils de Rudolf Eucken, prix Nobel de littérature 1912, mais surtout grand philosophe qui a animé et créé le mouvement néo-kantien en Allemagne. Et Kant, vous savez, et là je reviens dans mon sujet, Kant était un des premiers grands universalistes, qui n'a jamais quitté Königsberg d'ailleurs, mais qui a prôné une société totalement universelle. Il jetait les bases, avec ses principes constitutifs et régulateurs, jetait les bases de l'universalisme européen, qui assoit d'ailleurs la doctrine de l'économie sociale de marché et la politique économique de la RFA depuis l'après-guerre. Donc vous voyez, on est en plein dans le cœur de notre sujet. Alors, l'Europe face aux nouveaux enjeux économiques. Alors le titre est très ambitieux, donc j'espère que je vais pouvoir répondre à vos attentes. On va évidemment parler d'économie, mais on va regarder au-delà la situation politique dans laquelle l'Europe se meut aujourd'hui. Vous l'avez rappelé, l'ordre mondial qui est en train de se redessiner fait peur, honnêtement, puisque vous avez un Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique qui s'isolent, à nouveau, une Russie tsariste qui est très agressive, on le voit tous les jours dans les journaux, une Europe centrale, regardez ce qui se passe en Russie, en Pologne, en Autriche, et malheureusement on risque de le voir lors des élections de Bavière cet été, une Europe centrale où le nationalisme est en train de regagner puissamment en pouvoir, et c'est contrairement au nationalisme qu'on peut voir au Royaume-Uni, c'est pas un nationalisme économique, c'est pas lié à la mondialisation, à la désindustrialisation et ainsi de suite. Le nationalisme polonais ou hongrois aujourd'hui, c'est un nationalisme qui vient des tripes. Donc il est potentiellement très dangereux. Donc on a une fragmentation politique de l'Europe et du monde qui rappelle l'ordre politique qu'on avait au début du XXe siècle, avant la Première Guerre mondiale, donc il n'est pas spécialement rassurant. Et pourtant l'économie mondiale n'a jamais été aussi... Enfin, l'économie n'a jamais été aussi mondialisée. Hein. Regardez le commerce, les statistiques qu'on a sur le commerce mondial aujourd'hui, le volume des échanges internationaux a battu encore des records au mois de janvier. Les importations mondiales sont en hausse de plus de 6%, ce qu'on n'avait jamais vu depuis 2011. Le taux d'ouverture de l'économie mondiale, c'est-à-dire la somme des importations et des exportations rapportées au PIB mondial, est de 58%.
Il n'a jamais été aussi haut depuis les 30 dernières années. Donc vous voyez, on a une économie qui est totalement mondialisée, il y a une fragmentation politique du monde, et donc toute la question est de savoir finalement lequel des deux va l'emporter. Est-ce que la fragmentation politique va s'interrompre du fait de la mondialisation économique, ou au contraire, est-ce que la fragmentation politique prédessine la fragmentation économique qu'on va voir dans les prochaines années? Peut-être un petit clin d'œil à la BCE à ce niveau-là. Le terme de fragmentation politique est un terme qui a été conceptualisé par Yves Mersch, vous savez, le petit luxembourgeois de la BCE, membre du board, et ça dès 2012. J'ai toujours été impressionné par sa vision. Il est très peu connu à l'extérieur de Francfort parce qu'il ne parle pas beaucoup de politique monétaire, il parle plus d'aspects légaux et ainsi de suite. Mais la vision qu'il a, la vision qui est partagée à la BCE sur l'ordre politique du monde est quand même assez noire. Alors on va parler évidemment... Non, on va essayer de parler. Alors, juste, c'est bon, ça devrait aller. Voilà. Ça marche. On va parler plus spécifiquement d'Europe, en particulier la zone euro et le Royaume-Uni. C'est évident que dans ce monde de fragmentation politique, on a besoin d'une Europe forte. Et qu'une Europe qui a besoin de se construire, comme le disait le président Macron, évidemment. Maintenant, quelle est la situation économique et politique de l'Europe aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir. Alors, on s'arrêtera un petit peu sur le court terme. Évidemment, à court terme, tout va bien. On aura une croissance de 2% cette année, ce qui est quand même assez intéressant. Et le taux de chômage va être suffisamment fort, en tout cas, pour faire baisser le taux de chômage. Donc, très bien. Mais on va, structurellement parlant, on va voir que l'Europe est finalement quand même assez fragile. Il y a beaucoup d'écueils qui subsistent et qui vont être difficiles à surmonter, notamment dans une conjoncture mondiale qui commence à s'essouffler. On voit bien qu'on a à peu près tous les symptômes d'une fin de cycle aujourd'hui de l'économie mondiale. Vous voyez qu'il y a de plus en plus d'incertitudes sur la profitabilité des entreprises. Par exemple, le secteur des techs, qui est aujourd'hui malmené par les marchés. On a un écartement des spreads de crédit sur le high yield américain, mais aussi sur le crédit européen, qui montre bien, voilà, typiquement, on est en fin de cycle. La question est non plus de savoir, finalement, est-ce qu'on va vers une accélération de la croissance mondiale ou pas, mais à quel degré elle va ralentir à horizon 2019 et encore plus en 2020. Voilà, donc besoin de l'intégration politique européenne, on va voir où elle en est. Elle a besoin de se construire, on a besoin d'avancer justement pour pouvoir répondre aux Américains, aux Chinois. Ce que j'entends de la part de personnes qui sont aux tables de négociation internationales, au titre avec la casquette bleue des Européens, est pas très rassurant. Ce que j'entends, c'est les Européens par rapport aux Américains et aux Chinois qui sont très forts, manque d'alignement, manque de structure et manque d'idées. Voilà, donc c'est quand même, on va voir où on en est aujourd'hui et le constat de l'intégration politique. Il y a la vision du président Macron. Soyons très clairs, Angela Merkel n'a aucune vision sur l'Europe. Angela Merkel n'a très peu de vision sur très peu de choses. En fait, elle est très pragmatique. Elle sait très bien mener sa barque et le pays à travers tous les écueils qu'elle peut voir. Et vous savez qu'elle a connu quasiment que des crises depuis qu'elle est arrivée à la chancellerie. Mais en termes de vision, ce n'est pas forcément le bon partenaire allemand que Emmanuel Macron pourrait souhaiter. Alors, les perspectives de croissance à court terme de la zone euro et du Royaume-Uni, elles sont, on l'a dit, on a rattrapé notre déficit de croissance. Maintenant, regardez l'écart qu'on a accumulé depuis la crise financière en termes de richesse par emploi créé en zone euro, on ne l'a pas rattrapé. On a creusé un écart de richesse par habitant de 5 points par rapport aux États-Unis. Alors vous me direz, on ne fait pas spécialement, c'est pas pire que le Japon, mais enfin vous savez que le Japon est en train tente un électrochoc pour se sortir de ce marasme, mais ça ne fonctionne pas spécialement bien. Nous, l'électrochoc est beaucoup plus petit et on ne fait pas mieux.
et le Royaume-Uni a même tendance à faire pire, à faire moins bien encore que la zone euro. Et les États-Unis sont en train de, effectivement, de faire beaucoup mieux, de sortir beaucoup mieux de la crise que nous. Bon, la croissance sera suffisamment forte pour faire baisser le chômage encore cette année. Hein. On a un taux de vacances de l'ordre de 1,5% en zone euro, donc c'est un seuil qui est suffisamment important pour qu'on continue à courir la courbe de Beveridge, hein, de l'emploi. Donc on va vers le plein emploi, ça c'est bien. Vous voyez aussi que la reprise en zone euro est généralisée. On a même un schéma qui est type... que tout économiste aime voir quand il s'intéresse à un cycle économique, puisqu'on voit que le PIB, ici en gris, a été d'abord tiré par le commerce extérieur, donc d'abord par la demande étrangère, qui a permis une accélération ensuite de l'investissement, puis de la consommation. Donc bref, c'est un cycle. On est dans un cycle, il n'est pas très fort, mais on est dans un cycle, donc tout va bien. La reprise au Royaume-Uni est au contraire, elle, beaucoup plus atypique, puisque vous voyez que c'est d'abord l'investissement qui a tiré la croissance, et ce n'est pas beaucoup d'investissement productif, c'est beaucoup d'investissement immobilier. Hein, donc en fait, la reprise au Royaume-Uni dépend exclusivement de la Banque d'Angleterre, de la politique de la Banque d'Angleterre. On a un petit effet positif sur les exportations liées à la dépréciation de la livre, qui est tout récent. Mais vous voyez quand même que c'est quand même une reprise aussi sous électrochoc. L'économie du Royaume-Uni semble encore plus fragile que celle de la zone euro aujourd'hui. À court terme aussi, pour les marchés financiers, on voit que les investisseurs non résidents ont retrouvé le goût aux actifs européens. Hein. On a eu de forts achats d'actions, de forts achats nets en actions européennes, mais pas seulement européennes en début d'année. Alors ça a tendance à se calmer un petit peu en ce moment. Vous voyez aussi que les investisseurs japonais, principalement les assureurs vie, hein, ont à nouveau été acheteurs nets de dettes européennes, zone euro euro et sterling. Donc tout ça va bien, et ça nous portera encore cette année sur une croissance supérieure au potentiel. On a 2, le potentiel est autour de 1,5 en zone euro aujourd'hui. Donc bref, à court terme, ça va bien. Maintenant, structurellement parlant, il y a pas mal d'écueils qui subsistent. Tout d'abord, l'industrie européenne poursuit sa mue. On a effectivement une forte montée en gamme de l'industrie européenne, puisque vous voyez que ce sont principalement les secteurs de haute technologie qui se développent. Alors la haute technologie, c'est quoi? C'est la pharmacie, l'informatique, l'optique et l'aéronautique. Donc ça, c'est bien, c'est quelque chose ce sont des industries qui nous permettent d'augmenter le PIB par tête, de combler le déficit de PIB par tête qu'on a par rapport aux États-Unis. Malheureusement, le développement des hautes technologies n'est pas homogène au sein de la zone euro. Ça se développe bien en Allemagne, ça se développe un petit peu, enfin même pas trop mal en France, mais c'est tout. L'Italie, ça ne se développe pas du tout. Et si on regarde la situation économique de l'Italie, alors on a beaucoup regardé la situation politique de l'Italie, qui est juste un marasme, mais regardez, ça reflète pour beaucoup le marasme économique dans lequel l'Italie se trouve aujourd'hui. Hein. Je vous parlais en début d'intervention du déficit de PIB, de richesse par habitant de la zone euro par rapport aux États-Unis. Mais si vous regardez le déficit de richesse par habitant de l'Italie par rapport à l'Allemagne ou à la France, c'est juste incroyable. On n'a toujours pas récupéré la baisse du PIB par tête en Italie qu'on a pris lors de la crise financière. Donc c'est une situation économique qui est très mauvaise, et il y aura forcément des questions sur la soutenabilité de la dette italienne une fois que la BCE aura cessé d'acheter des obligations souveraines. Pour le moment, la notation de l'Italie chez S&P est stable, a été confirmée en octobre 2017, si je me souviens bien. On va voir si ça continue. Donc, développement des hautes technologies en zone euro, mais de façon toujours au barycentre de la zone euro, en France, en Espagne et en Allemagne, pas sur la périphérie.
Et puis surtout, regardez le développement des hautes technologies au Royaume-Uni, et ben il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc vraiment, là encore, le Royaume-Uni aussi, il y a 2 pays dans le G7, si on regarde différemment, non pas Europe, mais si on regarde dans le groupe de G7, il y a 2 pays qui sont en train de perdre par rapport au groupe de tête, c'est le Royaume-Uni et l'Italie. Donc vous voyez, 2 pays de l'Europe. Et puis, en termes de capacité de production, vous voyez qu'on est toujours, on parle de reprise économique, mais regardez où on en est en termes de capacité de production en zone euro et au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, vous êtes beaucoup plus bas qu'avant la crise, et en zone euro, on n'a toujours pas rejoint le pic de 2007. Donc la situation est quand même pas aussi bonne que ça. Sur le marché du travail, on voit qu'il y a plus de tensions. Le niveau de chômage est probablement est revenu à son niveau structurel. On a beaucoup, alors non seulement quand vous regardez les statistiques, vous voyez des indicateurs qui pointent sur un manque de main-d'œuvre. C'est quelque chose que nos clients entrepreneurs aussi nous renvoient. C'est effectivement ce qu'ils sentent. Mais pour autant, il n'y a pas une volonté de distribuer plus de salaire. Pourquoi ? Parce que, alors c'est marrant, quand vous entendez les entrepreneurs, ils vous disent c'est parce qu'en fait les salariés ne veulent pas plus de salaire. Alors vous dites ok, bon, moi si on m'en propose, je dis pas non, mais en fait il y a des évolutions structurelles et principalement des évolutions démographiques. Vous avez un fort vieillissement de la population, on va le voir plus tard, qui contraint en fait la hausse des salaires. Et puis surtout, vous avez une évolution des formes de travail qui fait que le salaire n'est plus effectivement la première forme de rétribution. Alors sans parler des frigos qui sont offerts par certains, vous avez de plus en plus en fait le télétravail, des choses comme ça qui deviennent un élément de négociation qui fait qu'aussi vous n'avez pas forcément une accélération des salaires dès que le chômage baisse. Mais le principal facteur de la faible hausse des salaires, c'est faible productivité. On est dans un cycle mou et vieillissement de la population. Voilà, donc en termes de capacité de production, une situation qui est pas aussi bonne qu'il y a 10 ans. En termes de dette maintenant, on a des dettes publiques qui restent élevées. Avec des politiques à taux zéro, on a juste réussi à endiguer la hausse des dettes publiques qu'on avait eue depuis la crise financière, donc c'est pas mal, mais vous voyez qu'on arrive juste en zone euro et au Royaume-Uni à stabiliser les niveaux d'endettement. Une fois encore, la question va être de savoir ce qui va se passer une fois que les taux vont remonter, notamment quand les banques centrales seront moins actives, et en particulier la BCE. À titre indicatif, on peut mesurer qu'une hausse de 100 points de base des taux apparents sur les OAT implique pour le budget français 0,5 points de PIB de charge de la dette en plus, à horizon 2 ans. Donc vous voyez, par rapport au déficit actuel, on n'est toujours quand même pas spécialement très en dessous des limites imposées par Maastricht. 0,5 point de PIB de charge de la dette en plus pour le gouvernement, c'est encore une fois probablement des dépenses d'investissement public en moins. Voilà. Mais surtout, ce qui fait peut-être encore plus peur quand on regarde la situation européenne et de la zone euro en particulier par rapport aux autres grandes régions économiques du monde, c'est que les dettes publiques, les dettes privées n'ont absolument pas reflué. Absolument pas. C'est-à-dire que autant les États-Unis, le Japon, le Royaume-Uni, et en particulier le Japon et le Royaume-Uni, ont tiré parti de cette politique monétaire à taux zéro, cette politique monétaire extrêmement accommodante pour désendetter les bilans, notamment des entreprises, mais pour les ménages, vous voyez que c'est à peu près la même chose. Ici, vous avez la dette des ménages et des entreprises pour la zone euro. Autant la zone euro n'y est pas parvenue. Alors certes, il y a eu un effet d'aubaine, notamment pour vous, avec le CSPP de la BCE pour effectivement émettre plus de dettes vu les conditions d'emprunt, mais en termes de gestion des bilans, vous voyez qu'on est quand même
beaucoup moins apte à supporter une remontée des taux chez nous qu'ailleurs dans le monde. Donc ça va limiter l'amélioration économique à venir au cas où les banques centrales continuent de remonter les taux. On pourra en discuter après, si vous voulez. Peut-être juste d'ailleurs à ce point, pour parler un petit peu de géopolitique, dans le contexte des politiques monétaires, n'allez surtout pas croire que la BCE est en train de sortir du QE parce que l'inflation remonte. Surtout pas. Quand vous parlez à porte fermée avec le board de la BCE, ce qu'ils vous disent, enfin ce qu'ils vous font comprendre, c'est que la BCE peut sortir du QE parce que la Fed y autorise. Aujourd'hui, en fait, John B. Taylor a écrit un article très intéressant, enfin le John B. Taylor de la règle de Taylor, a écrit un article très intéressant en fin d'année dernière où il dit que les banques centrales, les grandes banques centrales de la planète ont en fait internalisé les externalités dans leur fonction de réaction, à savoir, sans avoir le droit de le dire, vu l'accord du G20 sur les taux de change, elles ont intégré les taux de change dans leur fonction de réaction. Et aujourd'hui, depuis la crise financière, ce que Taylor raconte, c'est que, et qu'il le montre économétriquement à sa manière, c'est que la Banque du Japon s'est lancée dans son entreprise de QQI, de contrôle, de double contrôle de la courbe, parce que la Fed avait commencé son expansion monétaire, et la BCE a été contrainte à lancer son QE parce que la Banque du Japon et la Fed avaient commencé. Donc, et en fait, aujourd'hui, la BCE peut, et la Banque d'Angleterre aussi, peuvent être un petit peu moins accommodantes parce que la Fed a entrepris sa normalisation monétaire. Donc il suffit en fait que Trump nous fasse quelque chose de dommageable pour l'économie américaine qui conduise la Fed à interrompre sa normalisation monétaire pour que la BCE arrête de parler d'arrêt du QE et qu'ils passeront à d'autres choses. Et quand vous parlez à la BCE, ils vous disent très bien, on a les moyens de faire plus. Et les moyens de faire plus, c'est des taux de dépôt encore plus négatifs. Ils n'ont absolument aucun signal que c'est dommageable pour le système financier européen. Oui, alors effectivement, c'est de plus en plus difficile de trouver des obligations souveraines à acheter, mais ce n'est pas parce que l'instrument de politique monétaire commence à poser problème que la BCE changera de stratégie. Si la Fed arrête sa normalisation, pour une raison X ou Y, regardez l'inversion de la courbe, la courbe américaine est quasiment plate, donc on va de plus en plus vers des révisions de croissance à la baisse aux États-Unis, éventuellement une récession à horizon 2 ans, ou un petit peu plus loin, à ce moment-là, la BCE pourra acheter autre chose que des obligations souveraines. Et ce qu'ils ont aujourd'hui dans leur carton, c'est des achats d'ETF et des achats de futurs. Donc la politique monétaire est géopolitique, y compris en Europe. Et on en discutait au café tout à l'heure. Je peux vous dire que la situation, Francfort se développe effectivement, Francfort est en plein boom à cause du Brexit et du régulateur européen, le SSM occupant 2 tours maintenant de la City. Mais à l'intérieur de la BCE, la situation s'est extrêmement politisée. Sous Draghi particulièrement, encore plus par rapport à la période de Trichet. Ce n'est pas forcément lié à la personnalité de Draghi, c'est lié aux circonstances. Et la politisation de la politique monétaire à Francfort n'est pas terminée. Regardez ce qui est en train de se passer au niveau le carrousel des personnes pour les changements de poste à venir au bord de la BCE. Ça devient complètement politique. Surtout quand on regarde le passé de certaines personnes qui sont évoquées comme étant successeurs potentiels de... Voilà, ça c'était la partie géopolitique et politique monétaire. Revenons sur les écueils qui touchent la zone euro. Donc les dettes restent beaucoup trop élevées, beaucoup plus élevées qu'ailleurs. La mobilité des capitaux est toujours ralentie. Vous savez quand même, ce que nous a enseigné Mundell depuis un certain temps, c'est qu'une zone monétaire n'est optimale que quand les capitaux circulent bien dans toute cette zone monétaire, sinon il n'y a pas tellement d'utilité à avoir une zone monétaire commune.
nos petits calculs nous démontrent qu'il n'y a pas de circulation des capitaux du cœur de l'Europe vers la périphérie. Hein, donc autant, regardez ici ce qu'on appelle le coefficient de Feldstein-Horioka, qui mesure en fait ni plus ni moins que le degré de financement de l'investissement par de l'épargne domestique. Hein, plus votre zone monétaire est optimale, plus le financement de votre investissement est international, ou en tout cas européen. Vous voyez aujourd'hui que le financement, le coefficient de Feldstein-Horioka est très faible pour les pays du cœur de l'Europe, donc principalement la France et l'Allemagne, c'est-à-dire que vous avez des capitaux étrangers qui acceptent de financer l'Europe, qui acceptent de financer la France et l'Allemagne. En revanche, vous voyez que le coefficient est très élevé, et même plus élevé qu'avant la crise. La mobilité pour les pays de la périphérie, c'est-à-dire qu'il n'y a quasiment pas de capitaux étrangers qui acceptent volontairement de financer l'Italie ou l'Espagne, et le Portugal, et ainsi de suite, et l'Irlande, et ainsi de suite. Donc, et c'est la situation est même pire qu'avant la grande crise financière. C'est-à-dire que la fragmentation financière de la zone euro est encore plus forte qu'avant. Et si vous enlevez le plan Juncker et le QE de la BCE, bah vous n'avez plus rien pour assurer la cohésion des territoires de la zone euro, et en particulier la cohésion du territoire italien qui est aujourd'hui menacé. Alors, on a parlé de la Catalogne, mais le sud de l'Italie, c'est encore pire, quoi. Si les Italiens avaient le droit de référendum sur l'indépendance, ça ferait longtemps qu'on aurait une Sicile complètement marginalisée. Donc ça voilà, c'est ce qu'on fait au Luxembourg et à Francfort pour financer la périphérie européenne est finalement, c'est un pontage. C'est un pontage. Sur des territoires, d'une opération à cœur ouvert sur des territoires assez faibles, extrêmement faibles de la zone euro. Et puis il y a une autre situation qui est assez préoccupante en Europe, c'est l'évolution, le vieillissement démographique. Vous voyez qu'avec le vieillissement de l'âge moyen de la main-d'œuvre, tout secteur confondu, et la moindre générosité des systèmes de retraite, ce que les Allemands nous ont indiqué comme chemin à faire, vous voyez que le taux de participation des seniors est en hausse partout sur la planète, et très fortement en Europe. Alors, on n'est pas encore au niveau du Japon, qui est le champion du vieillissement, mais vous voyez que l'Allemagne ou les Pays-Bas sont en passe de devenir des sociétés de travail aussi vieilles que le Japon. Une des raisons pour lesquelles les salaires augmentent plus faiblement qu'avant, puisque des seniors qui continuent de travailler sont des gens qui ont déjà des salaires élevés, donc un besoin de hausse marginale du salaire plus faible que les juniors, et les seniors ont aussi une préférence pour le temps libre plus forte, donc voilà, la négociation se trouve ailleurs. Ça, on peut guère lutter contre le vieillissement de la démographie. C'est des évolutions qu'on est obligé de faire, mais une évolution très forte. Et alors, petit aparté aussi, je discutais l'autre jour avec Kaplan, vous savez, le gouverneur tech de la Fed de Texas. Alors, et je discutais du vieillissement aussi avec Peter Pratt de la BCE. Alors, autant le vieillissement est finalement quelque chose d'assez peu... le vieillissement de la population est quelque chose d'assez peu présent dans les esprits en Europe et à la BCE. Draghi a fait une déclaration sur l'impact du vieillissement sur l'inflation qui était totalement hors champ. Il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Au point d'ailleurs où ils ont été obligés de faire une étude derrière pour valider les dires de Draghi, qui tient absolument pas la route. Enfin bref. Et autant, le vieillissement est quelque chose que la Fed prend très 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 au sérieux. C'est un point crucial dans leur analyse de l'inflation. Donc les Américains là-dessus sont beaucoup plus avancés que nous. Sans parler des Japonais qui ont déjà tout essayé. Mais là où je veux en venir, c'est en fait l'écart générationnel entre une population qui vieillit en Europe et qui reste au travail, et des jeunes qui, dans certains pays de la zone euro, ont de moins en moins accès à une activité économique, qui sont de moins en moins... Alors j'aime beaucoup ce thème anglais, mais je n'arrive jamais à le traduire en français, de inclusiveness, d'inclusion.
des jeunes dans nos sociétés. Vous voyez, regardez ici, ça sont les statistiques de l'OCDE qui vous montrent la part des jeunes de 20 à 24 ans qui sont dans une situation d'exclusion, c'est-à-dire ni en emploi, ni en formation, ni en stage. Ils sont oisifs, quoi. Vous voyez que la plupart des pays du G7 est dans une situation, alors là je ne les ai pas mis, mais je vous demande de me faire confiance, les États-Unis, le Japon, même le Royaume-Uni, ce sont des trajectoires descendantes, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de jeunes qui sont exclus de la société. On a trouvé les moyens de les inclure dans une société vieillissante. Et bien, ce n'est pas le cas dans la zone euro. Et notamment en Espagne et en Italie, alors vous me direz, il y a un effet conjoncturel et ainsi de suite, mais je ne crois pas que ce soit que ça. Vous avez jusqu'à un jeune sur 4, un jeune sur 5, en Espagne et en Italie, qui sont exclus du système. Donc vous avez une destruction de capital humain dans des sociétés vieillissantes, et l'Italie vieillit extrêmement rapidement, qui est quand même très préoccupante. Et regardez la position de la France, elle est très intéressante. On est une fois de plus dans une situation médiane où les jeunes ne sont pas particulièrement inclus et pas particulièrement exclus par rapport au reste du G7 et à nos voisins de la zone euro. Mais regardez, la trajectoire, elle n'est pas bonne. C'est pour ça que finalement, alors moi, quand je regarde les réformes du président Macron, je m'intéresse finalement moins à la réforme de la fiscalité sur les entreprises et celle du rail, et plus à sa réforme de l'école et de l'apprentissage. Ça va être déterminant. Ça va être déterminant pour le potentiel de croissance de l'économie française dans les 10 prochaines années. Et c'est là où on va voir, pour moi, où il va réussir son mandat ou pas. Voilà, mais donc un équilibre générationnel qui, finalement, en Europe, est moins bon qu'au Japon. Alors c'est violent ce que je dis, mais quand vous regardez effectivement ces deux métriques, le taux d'emploi des seniors au Japon et le taux d'inclusion pardon, le Japon il est où le Japon? Je ne le vois plus. Je ne vois plus mon Japon. Normalement, il est par là. Les Japonais font mieux que nous. Et les Américains, c'est pareil. Hein. Les Américains, vous avez aussi une hausse du taux de participation des seniors et vous avez une baisse de l'exclusion des jeunes. Alors oui, ça passe par des contrats de travail des jeunes, enfin plus de stages, des contrats de travail plus précaires et ainsi de suite, mais ils sont inclus au moins. Voilà. Allez, et donc, et troisième thème, alors, sur l'Europe, l'intégration européenne, elle doit se faire, évidemment, c'est une condition sine qua non pour la stabilité de l'euro. Hein. On a parlé des zones monétaires optimales. On est très loin d'une situation de zone monétaire optimale en zone euro. Mais où est-ce qu'on en est? Oui, la crise a permis de combler certaines lacunes. On a fait plus de surveillance budgétaire et fiscale, on a géré la crise des liquidités avec le MES, qui va se transformer, on a isolé le risque bancaire, mobilisation de l'espace fiscal, on a fait des choses, ça c'est sûr, mais c'est insuffisant, ça reste insuffisant. Ce qu'il nous faut, c'est alors on a la crise d'insolvabilité des États, mécanisme d'application des règles communautaires, on a un problème de gouvernance. Ce que je disais au titre du manque d'alignement et de structure du début. Il nous faut un mécanisme d'absorption des chocs asymétriques. On vient de parler de l'Italie et de l'Espagne qui, même si elle est en bonne croissance, est toujours en phase de rattrapage. Et on n'a rien qui nous permet de faire de la convergence réelle des économies. Ce n'est pas la procédure pour déséquilibre excessif mise en place par la Commission qui nous permet de gommer quoi que ce soit, puisque vous avez, je ne sais plus combien, 3 ou 4 pays qui sont en procédure de déséquilibre excessif de leurs économies, et il n'y a encore aucun, en situation de déséquilibre excessif. Et il n'y a encore aucune procédure qui n'a jamais été lancée parce que les États souverains ne veulent pas être mis dans cette situation-là. Ils ne veulent pas être mis sous tutelle de politique économique. Donc, on a encore beaucoup de chemin à faire. Il y a une feuille de route qui existe. Alors, très exactement, on sait très bien ce qu'on veut faire.
il faut faire tout ça, là, tout ce qu'on a dit ici, et vous avez plein d'initiatives d'économistes, de mes collègues qui rappellent assez souvent dans les journaux ce qu'il faut faire. On sait ce qu'on doit faire. Le problème, c'est qu'on est incapable de le mettre en œuvre au niveau européen. On empile les feuilles de route. Regardez, on a d'abord eu le rapport des 5 présidents, donc Commission, BCE et ainsi de suite, en juin 2015, suivi d'un livre blanc de la Commission européenne sur l'avenir de l'Europe, un document de réflexion en mai 2017. En décembre 2017, la Commission a actualisé la feuille de route que vous avez ici. Vous pourrez la lire plus en détail si vous le souhaitez. Là, aujourd'hui, Emmanuel Macron et Angela Merkel nous disent qu'ils veulent redonner une nouvelle feuille de route en juin. C'est bien d'empiler les feuilles de route, surtout quand on sait ce qu'il faut faire. Mais est-ce qu'on avance vraiment ? J'en ai pas vraiment le sentiment. Regardez par exemple, deux choses. Sur la responsabilité démocratique, il y a l'idée, qui est notamment défendue par la France, d'avoir un ministre européen des Finances. On n'arrive pas à s'entendre sur ce que doit faire le ministre européen des Finances. Et c'est toujours le même problème en Europe, c'est-à-dire qu'on a des visions antinomiques, on n'arrive pas à s'entendre. Alors généralement, on résume toujours ces visions antinomiques entre les visions françaises et les visions allemandes. C'est un peu plus... l'équilibre est un peu moins bipolaire que ça, mais c'est à peu près la même... C'est toujours la même chose. La question est de savoir si on veut partager, mutualiser les risques ou pas. Est-ce que le ministre des Finances européen puisse dépenser des sous, notamment comme gouverneur de la Banque de France le dit, pour combler les déficits d'investissement en capital public en zone euro ou pas. Ça, c'est la vision française. Et les Allemands nous rétorquent que non, le ministre des Finances européen, il est là pour déclencher le processus ordonné des faillites d'État. Vous voyez, c'est quand même difficile de faire le joint entre les deux visions. Sur les 10, on a exactement le même type d'opposition. Regardez, entre la proposition de 2015 où on voulait avoir un transfert des compétences au niveau supranational avec une mutualisation progressive des ressources dans un fonds d'assurance des dépôts, vous voyez que la proposition de 2017, elle est beaucoup plus édulcorée. Oui, on fait référence à un fonds de réassurance qui pourrait, si les conditions sont remplies par les États membres en matière de réduction du risque intrinsèque, c'est-à-dire si on a contenu le risque d'aléa moral, oui, on peut progressivement mutualiser vous voyez, toujours la même opposition, on est incapable d'avancer. Pour l'anecdote, je vous dirais ce que je discutais un jour, il y a très longtemps, avec le chef économiste de la Bundesbank, que certains d'entre vous connaissent, parce qu'on a déjà eu le plaisir de l'accueillir à Paris, chez Natixis, qui a été un des défenseurs du quantitative easing de la BCE. Vous voyez, la Bundesbank n'est pas forcément totalement dogmatique, mais je discutais avec lui, et un jour je lui dis, vos réserves d'or, est-ce qu'elles sont mutualisables ? Il m'a dit « never ». Ça dit tout. Ça dit tout sur l'esprit européen qui règne. Et puis, il y a un autre aspect. Est-ce que les populations européennes aujourd'hui souhaitent plus d'intégration européenne ? Oui, si on regarde depuis le Brexit, il y a effectivement une tendance dans l'eurobaromètre de certaines populations, notamment en Allemagne, à être un petit peu, à affirmer leur adhésion à l'Europe. Mais vous voyez que pour le Royaume-Uni ou l'Italie, la majorité de la population sondée n'est pas attachée ou peu attachée à l'Union européenne. Les Anglais sont déjà partis.
Et puis regardez aussi ici quelles sont les préoccupations des populations européennes. Ce n'est pas l'Europe. Aujourd'hui, l'Europe, elle s'en moque, les populations européennes. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est l'immigration. Et en fait, tant que l'Europe n'aura pas répondu à cette vague d'immigration qu'on a, ce n'est pas la peine de leur parler d'intégration européenne. Elles ne le voudront pas. Et c'est très exactement ce qui se passe au niveau des représentations nationales. Regardez, aujourd'hui, moi ce graphique me fait assez peur, mais on s'est amusé à compter le nombre de sièges aux assemblées nationales des pays de l'Union européenne, de sièges de parlementaires eurosceptiques. Alors, on a fait ces moyens eurosceptiques moyens à modérés à forts, mais regardez où est la France. La France est aujourd'hui le pays le plus europhile de l'Union européenne. Ça va être très difficile pour Emmanuel Macron d'amener sa politique européenne à bien. Et regardez la situation de l'Allemagne. On est quand même dans une... Enfin, jamais l'Allemagne n'a eu autant de députés europhobes. Hein. La grande coalition, c'est très gentil, mais la grande coalition en Allemagne, ça veut aussi dire que le premier parti d'opposition est devenu l'AfD, un parti populiste. Et le premier parti d'opposition a des droits particuliers au Bundestag allemand. C'est lui qui répond en premier au gouvernement. Donc on va avoir et autre chose aussi en Allemagne. Je mentionnais en début d'intervention les élections bavaroises. Personne ne s'intéresse vraiment à ce qui va se passer en Bavière. Je crois que c'est à la fin de l'été, si je me souviens bien, les élections bavaroises. Mais on va avoir un virage à droite prise par la CSU qui va être impressionnant. À la dernière université d'été de la CSU, donc la branche dure de l'alliance gouvernementale, conservatrice en tout cas, l'invité d'honneur de l'université d'été de la CDU n'était personne d'autre que Viktor Orban, où ils l'ont appelé notre ami. Donc, voilà, on est en train, principalement, cette vague non contrôlée d'immigration qui nous arrive par l'Est a déjà emporté l'Autriche, l'Italie, la Grèce, probablement la Bavière en été. On a une situation où Paris est ressorti très fort, en tout cas pour 5 ans. Mais Berlin est très affaibli. N'allez pas croire qu'Angela Merkel est en position de manœuvrer son pays comme elle pouvait le faire il y a 5 ans encore. Pas du tout. Elle va être obligée de mener des compromis politiques avec ses partenaires. Et j'ai un peu peur que la partie européenne du contrat de coalition en Allemagne ne soit que façade pour contenter Paris. On va avoir beaucoup de mal à aller plus loin. Dans l'intégration européenne. Voilà. Donc, que fait l'Europe face à ça ? Sur la vague d'immigration, honnêtement, l'Union européenne est totalement absente. Ils n'arrivent absolument pas à gérer le phénomène. Sur le reste, sur la crise financière, comment l'Europe a géré la crise financière ? On a fait plus de bureaucratie. On a empilé les fonctionnaires européens destinés à réguler le secteur financier, ça continue. On était d'une tour occupée à Francfort, ils en sont à 2 tours. À chaque fois qu'il y a un conflit, alors ils se tapent dessus, donc à chaque fois qu'il y a un conflit entre institutions européennes, on rajoute du monde. C'est la façon de gérer les conflits dans l'UE. Donc ça fait encore plus de fonctionnaires européens, si bien que les banquiers ont encore plus de travail pour occuper les fonctionnaires européens. Donc on empile des hauts fonctionnaires européens. Et puis juste pour terminer mon intervention, là-dessus, je voudrais vous rappeler ce que Henry Kissinger écrivait sur l'Europe. Je vous invite à relire Henry Kissinger sur l'Europe. Je pense qu'il voit très bien comment à chaque fois l'Europe, qui est un continent qui a passé son temps à se taper dessus, pour asseoir la domination de l'un ou de l'autre, ça a évolué. Mais il montre très bien qu'à chaque fois qu'on a essayé
d'établir une paix durable en Europe, justement pour étouffer la domination précédente d'un parti, que ce soit la Prusse, Bonaparte ou d'autres, et donc avec la paix de Westphalie, le congrès de Vienne et ainsi de suite, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé justement d'asseoir cette paix par la bureaucratie. C'est toujours ce qui a été fait en Europe, et ça a toujours échoué. Voilà le constat d'Henry Kissinger, donc quelqu'un qui regarde l'Europe d'assez loin, comment il la voit, et malheureusement, alors si vous lisez son dernier bouquin, il n'ose pas être complètement pessimiste sur l'avenir de l'Union européenne, mais il dit clairement qu'il faut faire plus, et que c'est maintenant ou jamais, quoi. Voilà, donc on va voir si on y arrive. Pour l'heure, l'économie mondiale nous a aidés. Est-ce que ça va continuer? C'est moins évident. On a peu de temps. On a très peu de temps maintenant pour avancer là-dedans. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc je suis désolé, j'ai miné l'ambiance. Sur l'Europe face aux enjeux géopolitiques, il y a de vrais enjeux, hein. On est en train de se faire bouffer par les Américains et les Chinois. Regardez ce qui se passe au niveau des chaînes de valeur, des chaînes de production mondiale, puisque c'est des thèmes qu'on travaille beaucoup en ces périodes de tensions commerciales. On s'aperçoit qu'il y a les chaînes de valeur mondiales sont finalement assez régionales, elles sont continentales. Vous avez une chaîne de production asiatique, hein, qui englobe la Chine, la Corée du Sud. Donc vous savez que c'est la Chine, une guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, la première victime collatérale, c'est la Corée du Sud, hein. Et la deuxième, c'est le Canada, et la troisième, c'est le Mexique. Vous voyez que c'est pas l'Europe. C'est pas l'Europe. Pourquoi? Parce que les chaînes de production sont régionales. Il y en a une en Asie, il y en a une sur le continent américain, et il y en a une petite en Europe. Voilà, on vit des temps géopolitiques. Merci. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y réponds volontiers. Oui. Vous avez évoqué le maintien du fait que la Banque centrale européenne n'aurait aucun problème à maintenir l'UE, voire même à l'augmenter s'il faut. Le système bancaire pourrait tout à fait soutenir. J'imagine bien, parce qu'il nous fait payer quand même un petit fort en mettant les bords, etc. Ça coûte très cher aux entreprises. Et je ne vois pas l'intérêt, en fait, fondamentalement, de maintenir ce genre de choses. La courbe. La courbe des taux. Les taux négatifs permettent d'avoir une courbe plus artificiellement pentue. Le pire que vous puissiez faire pour un banquier central, c'est d'avoir une politique monétaire qui inverse la courbe. L'objectif d'une politique monétaire, c'est quand même de relancer l'économie. Parce que l'argent est moins cher et parce qu'on va relancer l'investissement. Or, aujourd'hui, c'est une part d'activité. Oui. Oui. Ça maintient des niveaux de M&A anormalement élevés, donc ça ne sert à rien. Oui, mais Et donc on reste là-dedans, en fait. Oui, parce que vous ne pouvez pas en sortir. C'est le problème du Japon. Le problème du Japon, c'est que vous en sortez très difficilement de ces choses-là. Surtout dans un contexte où les bilans ne sont pas meilleurs qu'avant la crise, qu'avant le début de ces politiques-là. Pour rebondir, c'est justement la question de la technologie. Vous avez très bien dit ce qui tire aujourd'hui les standographes, vous n'avez pas la Chine. En fin de compte, les États-Unis ont préempté les nouvelles technologies. La Chine y a répondu en disant tu viens pas chez moi, j'ai la même chose. Il y a juste les Européens qui n'ont rien fait. Donc, quand est-ce qu'on se réveille là-dessus? Quel est le programme européen sur les nouvelles technologies? La France et l'Allemagne n'arrivent pas à s'entendre là-dessus. Voilà. Toujours la même chose, hein. Emmanuel Macron voulait une Europe qui protège, notamment donc, des intrusions chinoises et autres sur les fleurons de l'industrie européenne. Et l'Allemagne est au titre d'une politique industrielle européenne, quelque chose de très intelligent, hein. Le problème, c'est que les Allemands ne connaissent pas la politique industrielle. Ils ne savent pas ce que c'est.
Ils veulent pas en avoir. Et pourquoi ils ne veulent pas avoir de politique industrielle? Parce que l'histoire, c'est que l'Allemagne croit plus que tout autre en la libre concurrence, que en termes de politique industrielle, la libre concurrence se manifeste par un office des cartels qui est très puissant. Donc, qui dit office des cartels dit pas de politique industrielle. Et qui a insufflé cette vision à l'Allemagne? Ce sont les Américains. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. C'est eux qui ont demandé les 4 D de l'Allemagne, hein, la décartélisation, un des D étant la décartélisation. Et en fait, l'Allemagne est toujours tributaire des volontés politiques américaines dans ce sens-là. Donc c'est très dur et nous, Français, n'arrivons pas à faire comprendre la nécessité d'une politique industrielle aux Allemands. Alors, ce qui ne veut pas dire que l'Allemagne défend mal ses entreprises, mais ça se fait au niveau de la chancelière. Et quand je vous dis que Merkel n'a pas d'idée qu'elle pilote à vue, en fait, elle pilote à vue des lobbyistes. C'est-à-dire qu'en fonction des dossiers, elle reçoit Monsieur Volkswagen, Monsieur BMW maintenant, pour essayer de faire en sorte que ça aille mieux, que les entreprises allemandes ne soient pas trop sanctionnées sur les marchés par le Dieselgate et ainsi de suite. Mais c'est du coup par coup. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de politique industrielle en Allemagne. Donc tant que vous n'avez pas ça, c'est très difficile d'avoir une vision européenne là-dessus. Et le problème, alors moi ce que j'entends à Francfort, c'est que parmi les Européens, les gens qui s'assoient à la table des négociations, les Italiens sont totalement déstructurés. Les Français sont structurés mais pas alignés. Et les Allemands sont structurés mais n'ont pas d'idée. Voilà. Et donc par rapport à ça, vous mettez des Américains et des Chinois surtout qui ont une vision de long terme, avec un système politique qui soit vous êtes aligné, soit on vous retrouve mort quelque part, ou on ne vous retrouve pas du tout d'ailleurs, et des Américains qui virent comme ça, quoi. Donc oui, on n'est pas très bien embarqué là-dessus. C'est une volonté, mais vous faites jamais de référence à la Russie. À la Russie. Oui, j'ai fait référence en début d'intervention. On a une Russie tsariste qui est agressive, qui se remonte aussi agressive qu'elle était sous Pierre le Grand. Hein, on va dire. Ça prend d'autres formes, ça prend des formes terroristes, des cyberattaques, des choses comme ça. Mais oui, l'intérêt de la Russie aujourd'hui, c'est de diviser l'Europe de l'Ouest. C'est Pierre le Grand, ça c'est Boris le Grand. Et quand vous allez dans l'Est de l'Allemagne, les questions que vous posent les clients, investisseurs, c'est pas tellement ce que fait Macron, hein. Très très loin. Ils vous le disent, Paris est tellement loin. Que fait Poutine? Voilà la première question. Poutine a vécu longtemps en Allemagne de l'Est. Hein. C'est de là qu'il pilotait le KGB. Oui. Antoine Trépand de la société CLFO. Au milieu de ce marasme économique, il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Il y a notamment en termes d'innovation, on parle beaucoup de la French Tech. On a vu que la France récupère une quantité assez intéressante d'investissements, notamment venant de l'étranger, des investissements américains. Samsung a récemment élu Paris comme lieu stratégique pour développer son pool d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que tout ça, c'est une façade? Il y a quand même un potentiel intellectuel qui n'est plus approuvé en France, qui est très très fort. Quel est l'impact de toutes ces initiatives qu'il y a en cours autour de la digitalisation, l'innovation de manière générale, pour la France d'une part et aussi pour l'Europe, et comment est-ce qu'on peut exploiter ça davantage afin de capitaliser sur ce talent, cette expertise technique de pointe qu'on a, afin de dynamiser l'innovation? Je pense que vous connaissez mieux la réponse que moi, en fait. Oui, non, mais ce sont des initiatives qui sont nécessaires, qui sont bonnes, mais qui, à l'échelle de la Silicon Valley, sont trop faibles, ou à l'échelle de ce qui se passe en Chine, sont trop faibles. On
reste dans la course, mais on n'est pas leader. C'est clair. Qu'est-ce qui vous Et pensez surtout, la France, en zone euro, se porte probablement mieux dans ses initiatives de nouvelles technologies aujourd'hui que, par exemple, des grands voisins comme même l'Allemagne. L'Allemagne est une économie vieille. Le modèle économique allemand est basé sur l'automobile, la chimie, principalement. Les nouvelles technologies se développent beaucoup moins. Vous avez Berlin un petit peu, mais c'est des micro-startups. Donc oui, malheureusement, la French Tech se diffuse pas beaucoup dans le reste de l'Europe. Donc c'est trop faible. Ma question porte sur la liberté économique. Dans ce monde fragmenté, comment vous voyez le degré de liberté économique et les tendances? Est-ce qu'elle progresse ou est-ce qu'elle se réduit? Et les conséquences? Vaste débat. Ça dépend comment vous mesurez la liberté économique. Donc déjà la réponse peut être assez longue, mais si on mesure, si on raisonne à l'échelle planétaire, le taux d'ouverture de l'économie mondiale n'a jamais été aussi important. Donc à ce niveau-là, on peut penser que la liberté économique est aujourd'hui historiquement forte, au moins aussi forte que ce qu'elle a pu être à la fin du 19e siècle et au début du 20e. On a probablement de meilleures structures internationales que lors des précédentes phases de mondialisation, et notamment si on regarde du côté de la politique monétaire, avec un degré de coordination, un degré de coordination des politiques monétaires qui n'a jamais été atteint. Tout à l'heure, je critiquais la BCE et la Banque du Japon en disant qu'elle ne faisait que réagir à ce que faisait la Fed pour piloter les taux de change. Mais ils se parlent beaucoup, jamais les banquiers centraux ne se sont autant parlé. Et ça, c'est grâce à la BIS, rappelez-vous. Après la crise des années 30 a aussi été accentuée par le fait que la BIS a fermé ses portes et que les banquiers centraux n'ont pas su très exactement ce qui se faisait aujourd'hui. Je vais vous dire à ce titre, je vais vous révéler une anecdote. Le job le plus important, le job de financier le plus important sur la planète, selon la BCE, c'est le poste de gouverneur de la Fed de New York. Parce que c'est lui qui est le premier informé des développements de Wall Street. Et c'est donc le premier qui peut communiquer ce qui se passe au reste. C'est pour ça que la BCE attend fermement, impatiemment la nomination du gouverneur de la Fed de New York. Et puis si vous regardez aussi au niveau des politiques commerciales, ce que veut abattre Donald Trump, l'OMC, c'était quand même une sacrée innovation au milieu des années 95. Donc on a un degré d'encadrement de la mondialisation qui est historiquement très élevé. La question finalement que vous posez, c'est est-ce qu'il est suffisant ? Et je dirais probablement pas. Et l'Europe le montre très exactement. On n'est pas assez aligné, on n'a pas assez de structure efficace de gouvernance de l'Union européenne aujourd'hui. Donc c'est là où il faut probablement progresser. Et je pense que les Chinois n'auraient rien contre une Union européenne plus efficace. Les États-Unis, c'est une autre question. Et la Russie, n'en parlons pas. Oui. J'ai deux questions en fait. Votre constat sur l'Europe, il me semble très factuel, il me semble très partagé, ce qui est un peu inquiétant. Vous n'allez pas aujourd'hui jusqu'à prononcer le mot de dislocation, mais ma question c'est est-ce qu'elle vous semble possible ? Et ma seconde question est d'un ordre très différent. Ouais. C'est sur votre commentaire sur la situation économique aux États-Unis. On est quand même frappé par les milliards de dollars que semblent générer les politiques fiscales de Trump. On peut en penser ce qu'on en veut, mais il semblerait que les entreprises américaines se gavent de milliards de dollars. Est-ce que ces dollars vont aller uniquement dans la poche de leurs actionnaires avec des rachats d'actions massifs, ou est-ce qu'une partie non négligeable, j'ai quand même entendu des annonces d'Apple
sur des réinvestissements colossaux aux États-Unis, est-ce que ça ne peut pas redéclencher un mouvement de croissance économique un peu plus fort que ce que les tendances naturelles laisseraient penser? Oui, alors, sur la dislocation de l'Europe, je vais répéter les mots très justes de ma collègue Michela Marcussen de la Société Générale, enfin que je trouve très juste, qui disait, je ne sais quelle réunion, les marchés financiers ne pourront pas casser l'Europe, les populations peuvent. Les marchés financiers ne pourront pas parce que vous avez la BCE en face, et donc un bilan de banque centrale est très élastique. Mais ça, dans des démocraties, vous le gérez mal. Vous le gérez mal. Et notamment, enfin, moi, ce qui devait être intéressant, c'est la situation de la France. Enfin, l'entreprise, le macronisme, est, pour moi, économiste, quelque chose de passionnant à voir. Gouverner la France par le milieu, ça s'est fait qu'une fois jusqu'à maintenant, c'était sous Giscard. Et Giscard n'a pas réussi à tenir son mouvement très longtemps. Il avait réussi à rassembler le centre, mais juste sur une élection finalement. Donc, est-ce que Emmanuel Macron fera mieux? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et dans 5 ans, on va voir. Et autre chose, la grande coalition allemande aujourd'hui, moi je n'ai pas un client, pas un. Et je vous assure que j'en fais des villes en Allemagne. Et pas que des plus belles, où vous n'avez pas d'avion, pas de train ni quoi que ce soit. J'ai pas un client qui pense que la grande coalition allemande tiendra plus de 2 ans. Et la question, c'est est-ce que le gouvernement allemand finalement va être capable, en appui sur, enfin, est-ce que Berlin va être capable, en s'appuyant sur Paris, de lancer les réformes européennes nécessaires à ce saut de quantique en matière d'intégration que Trichet appelait en 2 ans. C'est pas sûr. Le congrès européen de juin là, est très très important. Alors, ce que Yves Mersch me racontait, c'était la chose suivante. Il me disait, on s'en moque. On s'en moque qu'Angela Merkel soit là pour 2 ans ou 4 ans. Ce qu'il faut, c'est qu'elle ait le temps de mettre en branle cette mécanique européenne des réformes. Puisqu'en fait, il faut que ce soit à l'initiative des gouvernements européens pour une fois, après, une fois que les chefs d'État ont décidé que, après, la mécanique bruxelloise et luxembourgienne se met en branle. Mais est-ce que ça va suffire? Et honnêtement, moi j'étais très déçu par justement ce qui a été annoncé par Merkel et Macron là, il y a 15 jours, à savoir en juin on va redonner une feuille de route. C'est la 10e feuille de route, quoi. Faut peut-être qu'on s'arrête à un moment. Voilà, donc ma réponse là-dessus, ce sont les populations qui le décideront. Ce qui se dessine aujourd'hui n'est pas beau, ça c'est clair. Sur les États-Unis, la Fed est très circonspecte sur les effets du stimulus de Trump, sous l'argument de dire faire de la relance au plein emploi, honnêtement, c'est totalement idiot, et alors ils n'osent pas dire que c'est idiot, ça vous montre. Vous avez aussi un degré de contrôle qui est assez rigolo. On n'est plus sous Obama. Mais ils ne savent pas trop les effets. Et surtout, en fait, ce que la Fed reproche au stimulus de Trump, c'est que justement, les capitaux qui sont libérés pour les entreprises ne vont pas servir, probablement pas servir les investissements en capital dont les États-Unis ont besoin. En effet, on n'a pas parlé de la situation économique des États-Unis aujourd'hui, mais pourquoi Trump s'est attaqué d'abord aux tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium? C'est à cause de la Rust Belt, c'est son électorat. Il y a les midterms, il a besoin d'être conforté dans son pouvoir. Il s'adresse à ses électeurs. C'est les électeurs de la Rust Belt qui ont fait élire Donald Trump. Donc tout ce bassin au nord-est des États-Unis de la vieille industrie américaine qui est totalement délabrée, où le taux de ménage avec un mortgage, un equity négatif sur leur mortgage est d'1 sur 4. C'est pas beau.
Donc oui, vous avez des technologies de pointe aux États-Unis. C'est la troisième puissance commerciale du monde après nous et la Chine, avec des fleurons, avec une Silicon Valley qui est très forte, mais vous avez aussi une vieille industrie qui est moribonde. Donc on va voir où vont aller les profits, le rapatriement des profits et la baisse du taux d'impôt, à quoi ça va servir. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que c'est bon pour les marchés financiers, puisque que vous fassiez de l'investissement ou du dividende, au final, pour vos modèles de cash flow, c'est plutôt positif pour les actions, quoi. Donc on va voir. Maintenant, ce qu'on craint en fait à court terme, c'est que les anticipations de l'effet de cette réforme fiscale sur notamment le profit des entreprises américaines a été probablement beaucoup trop élevé. Avec un PER, avec des PER sur des earnings anticipés à 12 mois qui a baissé de 3 points entre la fin de 2017 et maintenant, c'est juste impressionnant, quoi. Donc on va voir, la saison des earnings commence, donc on va voir. Plus d'autres questions? On a fini dans les temps? Je vous en prie, c'est un plaisir.